Bonjour à tous. Vous-même, vous voyez le commentaire de ce monsieur. Il dit quoi? Son Excellence Paul Biya est une bénédiction pour le Cameroun. Le meilleur président de toute l'Afrique. Mon type, laisse-moi d'abord te dire, Biya, c'est l'un des la plus malchance que le Cameroun a connu. En 43 ans, monsieur Biya a pris un pays qui était plus haut. Il a rendu plus bas. En 43 ans, qu'est-ce que Biya a fait au Cameroun? Il n'y a pas une route au Cameroun. En 43 ans, Biya a détruit le Cameroun. Et quand vous voyez ce genre de personnes, ces personnes sont plus dangereuses que ce monsieur au pouvoir. En 43 ans, Biya a créé ce qu'on appelle au Cameroun la jalousie ethnique. Voilà, parce qu'au Cameroun, je vais vous dire, il n'y a pas de tribalisme qui existe vraiment, comme on dit, mais il y a la jalousie de certaines ethnies au Cameroun. Voilà. Il faudrait qu'on se dise des choses telles que ça se doit. Biya a détruit le Cameroun en 43 ans. Il y a beaucoup dans les commentaires, je vais vous dire, cette tenue que je porte, c'est ma tenue. Et beaucoup dans les commentaires disent souvent, tu as pris cette tenue, je vais vous dire, je vais un peu vous donner mon CV, entrer dans mon machin. Moi que tu vois là, je suis un militaire très bien formé. Par les bêtises qu'au Cameroun, on est en train de former 3 mois. Hein. Écoutez bien. Moi, nous là, je suis formé en Minkama. Au bas là, ceux qui connaissent au bas là, j'étais formé en 2011. Voilà. Deuxième contingent commando GP. Je suis la deuxième génération de militaires formés type GP à Minkama. Voilà. Et comme je dis, cette année, vous allez voir ce qui doit se passer au Cameroun. Il y a une nouvelle génération, conscience camerounaise qui se sont réveillés. Vous ne pouvez plus faire, je vais me dire quoi, donner en sorte que les Camerounais ont peur en octobre. Les Camerounais se sont réveillés. Ce n'est pas la manipulation que j'ai vue sur les réseaux. On a parlé où c'était 10 millions de jeunes à l'extrême nord, où ils sont allés payer les enfants de 13 ans pour aller soutenir ce dictateur, ce criminel de Biya. Voilà. Même ceux que vous pensez que l'armée là, vous mentez, parce que je parle avec mes anciens collègues. Ils sont debout, ils sont réveillés. Il n'y a pas de distraction cette année. Je vous ai dit que le ballon devait se jouer au sol. Et le ballon là doit se jouer au sol. Le terrain doit se jouer au sol. Arrêtez vos histoires là. Voilà. Arrêtez de penser que l'armée doit peut-être aller supporter, mais vous mentez. Je vous dis ce que je dis, c'est la réalité et la logique. Ne pensez pas que si les Camerounais se mettent, qui veulent revendiquer leur victoire en octobre, l'armée va aller faire quelque chose. Vous mentez. Parce que ces militaires même se sont réveillés. Même je parle avec des anciens qu'on a travaillé ensemble. Voilà. Et je vais vous dire, c'est 2 ans de guerre contre Boko Haram. J'ai effectué 2 ans de guerre. Et comme je dis souvent aux gens, mon CV, j'ai un CV, mon histoire est gravée dans les archives du Cameroun. Hein? J'étais chef de groupe. Chef de groupe, chef d'équipe. J'ai amené mes hommes au combat, au front. Ne parlez pas les histoires que voient souvent certains viennent parler. C'est parce qu'à un niveau, on a pris conscience, on se réveille. Voilà. Cette année, Biya, il faudrait qu'on fasse tout pour que Biya dégage de tout dit. Pour que les Camerounais aient une vie digne. J'étais à l'extrême nord. Allez à l'extrême nord, vous voyez comment les gens souffrent. Il n'y a pas d'eau potable. Comment les gens là-bas souffrent. Les enfants à l'extrême nord, au grand nord, mangent le mil du 1er au 31. C'est du mil qu'ils mangent. Vous voulez bavarder quoi? Vous voulez distraire les Camerounais? Vous pensez pouvoir distraire les Camerounais? Quand vous voyez un monsieur comme celui-ci là, il est plus dangereux. Ce monsieur est plus dangereux. Ces gens, quand les gens se lèvent pour aller revendiquer pour que le Cameroun soit digne d'un pays normal à l'époque, d'un pays normal il y a de cela 43 ans, le Cameroun était un pays normal. C'était, les gens enviaient le Cameroun, mais aujourd'hui qui envie le Cameroun? Et arrêtez un instant, hein. À un niveau, il faut arrêter vos conneries là. Il faut arrêter. Arrêtez vos conneries là, comme je vous dis. Vous allez voir en octobre, comme si peut-être vous pensez que les hommes sont devenus bêtes. En octobre, vous allez voir ce qui doit se passer. Vous êtes fous bien. Les propos de ce Camerounais, visiblement excédé, s'inscrivent dans une vague plus large de colère populaire qui secoue depuis des années une bonne partie de la population camerounaise, notamment la jeunesse. Ce ras-le-bol, exprimé ici de manière brute, spontanée,
parfois désordonné, est cependant révélateur d'une détresse profonde, d'une frustration accumulée face à un pouvoir considéré comme sclérosé, incapable de répondre aux aspirations d'un peuple en quête de dignité, d'espoir et de justice. Lorsqu'il dit que Paul Biya est l'un des plus méchants présidents que le Cameroun ait connu, il ne s'agit pas simplement d'une insulte gratuite, mais bien d'une évaluation morale, subjective certes, mais fondée sur une perception d'abandon, d'injustice et d'échec structurel. Ce type de discours ne naît pas dans le vide. Il est le fruit d'un contexte marqué par 4 décennies d'un pouvoir centralisé, autoritaire, souvent accusé d'inefficacité et de favoritisme ethnique. L'homme, manifestement ancien militaire, mobilise son expérience personnelle, son passé dans l'armée, pour donner du poids à ses paroles. Cela confère à ses propos une certaine légitimité symbolique. Il ne parle pas en simple spectateur, mais en acteur du système, en témoin direct des réalités de terrain, notamment dans l'extrême nord où il dit avoir combattu Boko Haram. Ce vécu militaire devient ici un levier de contestation. C'est au nom de son engagement pour la nation qu'il se sent en droit de dénoncer l'état du pays. Le cœur de son accusation repose sur un constat de déclin. Il affirme que Paul Biya a pris un pays beau pour le rendre bas, une métaphore qui dit tout. Il oppose un Cameroun idéalisé du passé à une réalité actuelle perçue comme dégradée, abîmée, presque humiliée. Cette nostalgie, même si elle n'est pas étayée par des données précises, est typique des discours contestataires dans les régimes où le progrès est perçu comme stagnant ou régressif. Il ne s'agit pas tant ici de juger objectivement le niveau de développement du Cameroun que de comprendre pourquoi une partie de la population ressent une forme de trahison historique. L'intervenant évoque l'absence d'infrastructures, notamment routières, comme illustration de l'échec du régime. Bien que cela puisse sembler exagéré, le Cameroun ne manque pas totalement de routes. Il faut lire cette exclamation comme une dénonciation symbolique. Dans de nombreuses régions, en particulier dans le septentrion et certaines zones rurales, les routes sont en effet en piteux état, parfois inexistantes. L'État central n'a pas su équilibrer le développement territorial, créant ainsi un sentiment d'injustice chez les populations les plus marginalisées, dont cet homme semble être le porte-voix. Plus polémique encore est son accusation de manipulation ethnique. Lorsqu'il parle de jalousie ethnique, il pointe du doigt une forme de division volontairement orchestrée par le régime entre les Camerounais, non pas tant sur une base tribale explicite que sur des tensions sociales déguisées en rivalité communautaire. Ce type de rhétorique, que l'on retrouve souvent dans les discours contestataires, repose sur l'idée que le pouvoir central s'est maintenu non pas par consensus national, mais par clientélisme et fragmentation du tissu social. Même si cette lecture peut être discutée, elle traduit une perception largement partagée, celle d'un pays où les solidarités horizontales ont été systématiquement affaiblies au profit d'un pouvoir vertical, autoritaire, paternaliste. Il est intéressant de noter que cet homme revendique sa dignité, son CV, sa compétence militaire, pour légitimer sa critique. Cela montre que la contestation au Cameroun n'est pas seulement portée par des marginaux ou des anarchistes, mais aussi par d'anciens membres de l'appareil d'État lui-même. C'est là l'un des tournants majeurs du débat politique camerounais. La remise en cause du régime ne vient plus seulement de la société civile ou des partis d'opposition, mais aussi de ceux qui ont servi l'État et qui s'estiment aujourd'hui trahis ou sacrifiés. La référence aux enfants de 13 ans mobilisés dans l'extrême nord pour soutenir Paul Biya est un élément fort de sa dénonciation. Que cette affirmation soit vérifiable ou non, elle renvoie à un imaginaire puissant, celui d'un régime qui n'hésite pas à instrumentaliser la misère et l'ignorance pour se maintenir. Cette perception d'un pouvoir cynique, prêt à tout pour se perpétuer, alimente l'indignation de nombreux Camerounais. À travers ce récit, c'est toute une jeunesse désabusée qui s'exprime. Une jeunesse qui voit l'éducation, la santé, l'emploi se dérober à elle, pendant que les élites politiques se partagent les ressources du pays. L'ancien militaire affirme que même l'armée, réveillée. Ce propos, particulièrement grave dans le contexte d'un État autoritaire, doit être entendu avec prudence. Il ne s'agit pas forcément d'un appel direct à l'insurrection, mais plutôt d'un avertissement. Le pouvoir ne peut plus compter aveuglément sur la fidélité de ses forces armées. Si cela est vrai, c'est un tournant politique d'ampleur, car cela signifierait que le dernier rempart du régime, son appareil sécuritaire, commence à se fissurer sous le poids des contradictions internes. Son expérience dans la guerre contre Boko Haram donne un poids émotionnel fort à ses propos. Il décrit les souffrances du front, les sacrifices, le courage de ces hommes.
Et c'est précisément parce qu'il a vécu cette violence pour défendre le pays qu'il ne comprend pas que ce même pays trahit ses enfants, les laisse mourir de faim ou d'ennui dans les régions oubliées comme l'extrême nord. La mention du mil consommé tous les jours par les enfants est là encore symbolique. Elle exprime la pauvreté extrême, l'absence de diversité alimentaire, donc la misère dans sa forme la plus crue. Il ne s'agit pas d'un simple constat nutritionnel, mais d'une image choc destinée à frapper l'opinion. Le ton monte progressivement dans son intervention. Il passe de la dénonciation calme à une colère explosive, presque incantatoire. Il répète que cette année sera différente, qu'une nouvelle conscience camerounaise est en marche. C'est là le cri d'un homme qui veut croire au réveil du peuple, à une prise de conscience collective, à un changement de cap historique. Son discours épouse les contours d'un appel à la résistance, non pas armée nécessairement, mais morale, sociale, politique. Il veut redonner aux Camerounais une dignité perdue, un espoir confisqué. Mais cette colère, aussi légitime soit-elle, mérite aussi d'être interrogée. Il invite à comprendre les causes plutôt que de condamner les effets. Mais encore une fois, cette compréhension ne saurait signifier complaisance. Comprendre n'est pas excuser. Et c'est là que le propos de Bessala atteint ses limites. Le refus catégorique de voir dans les actions de la base des manifestations de tribalisme peut apparaître comme une forme de déni. La vérité est sans doute plus complexe. Il y a, dans la base, des militants sincères et pris de justice, mais aussi des discours, des gestes, des attitudes qui flirtent dangereusement avec le rejet de l'autre. Des vidéos ont circulé où des membres de la base profèrent des injures, des menaces, voire des appels à la violence contre des Camerounais d'autres régions, perçus comme complices du pouvoir. Peut-on ignorer ces faits au nom de l'histoire? Peut-on continuer à dire ce n'est pas du tribalisme, alors que certains éléments du discours ou des actions rappellent les logiques identitaires les plus clivantes? Le véritable défi est ici. Comment transformer une colère historique en projet politique inclusif? Comment canaliser un ressentiment légitime sans tomber dans la haine de l'autre? Comment construire une opposition forte sans nourrir de nouvelles exclusions? Ce sont les questions que Bessala aurait dû poser au lieu de simplement nier l'accusation. Car en niant trop rapidement, on évite le débat, on ferme la porte à l'introspection. En conclusion, les propos de Valère Bessala soulèvent des interrogations fondamentales sur la nature du militantisme diasporique, la mémoire des injustices, les dynamiques de pouvoir et les pièges de l'ethnicisation du politique. Son analyse historique est pertinente, son appel à la relecture du passé est légitime, mais son refus de reconnaître la complexité des sentiments et des actes au sein de la base fragilise son plaidoyer. Le Cameroun a besoin d'un débat lucide, honnête, dénué de manichéisme, ni angélisme, ni diabolisation. Reconnaître que la base peut être à la fois un cri de justice et le vecteur de dérives identitaires, c'est précisément refuser la simplification. Et c'est peut-être là, dans cette zone trouble, que se trouve la vérité.